Bien, écoutez, bonjour à tous. Merci d'être présents à cette réunion de présentation de l'Observatoire Place de la Santé. C'est un observatoire que la Mutualité a créé depuis quelques années maintenant et qui donc chaque année, à l'automne, présente une nouvelle problématique et une étude sur une nouvelle problématique liée à notre système de santé. Donc cette année, comme vous avez pu le voir, c'est la question des inégalités territoriales et de l'accès aux soins sur les différents territoires qui est posé. Comme d'habitude, ça s'appuie sur une étude statistique approfondie grâce aux chiffres du mouvement mutualiste et plus globalement de l'assurance maladie. C'est un sujet, la question de l'accès aux soins de premier recours dans les territoires, c'est un sujet majeur maintenant depuis plusieurs années. On sait qu'il y a des difficultés. Il y a des difficultés sur la réponse aux besoins de santé du fait de l'implantation des services de soins et des praticiens sur le territoire. Il y a d'autres questions aussi parce que nous sommes dans une région, la région sud, où nous ne sommes pas trop mal placés en nombre de praticiens, qu'ils soient généralistes ou spécialistes par rapport à la population. Il n'en reste pas moins que nous connaissons concrètement dans cette région des difficultés dans des territoires montagnards ou ruraux, comme nos départements alpins ou l'arrière-pays même des départements côtiers, mais nous connaissons aussi des difficultés d'accès aux soins dans les périphéries des grandes villes, et en particulier dans les quartiers qui connaissent des problèmes sociaux. Parmi ces problèmes sociaux, comme conséquence et cause aussi, parce que l'absence de soins pose des problèmes sociaux, nous avons des questions de difficulté d'avoir des soins accessibles. Alors, c'est une question d'implantation, c'est une question géographique, mais c'est aussi une question d'organisation de la réponse de l'offre, de la prise en charge globale des patients, et c'est aussi une question d'accessibilité économique. Tous ces aspects-là devront être réunis pour permettre un accès fluide aux soins de premier recours, qui conditionne aussi les conditions d'exercice dans les hôpitaux, aux urgences qui, dans notre région, malgré le nombre de médecins, restent dans certains secteurs, et vous savez que je connais particulièrement bien la question des Alpes, dans certains secteurs, à certaines heures, la seule solution de recours médical. Le seul service qui est assuré, la seule continuité des soins est assurée par les urgences hospitalières, ce qui n'est pas forcément leur vocation première, mais il n'en reste pas moins que c'est le dernier filet de sécurité. Donc, quand je disais qu'il y a un problème d'implantation, mais un problème d'organisation aussi, la question de la continuité des soins et de la continuité des soins en ville, des continuités des soins de premier recours, est aussi un enjeu majeur d'organisation de notre système de santé et un enjeu majeur pour éviter d'engorger nos hôpitaux. On a vu avec cette crise, cette pandémie de Covid que nous vivons depuis maintenant 9 mois, que la mobilisation des moyens de soins de ville n'avait pas été simple. Et dans un premier temps, en tout cas, elle a même été extrêmement difficile. Et on a vu que l'essentiel de la réponse a reposé essentiellement et dès le premier recours sur le système hospitalier. Donc il y a bien un problème d'organisation qui pose problème tout le temps, mais en cas de pandémie et de situation plus compliquée, qui devient encore plus problématique et qui nous conduit à avoir un surengorgement des services hospitaliers. C'est pas ça qui engorge la réanimation, mais un surengorgement des portes d'entrée à l'hôpital et en particulier des urgences. Donc vous voyez que c'est quand même un sujet tout à fait d'actualité qui nous concerne tous et qui nous concerne y compris dans cette région qui, vue de loin et uniquement sur les chiffres de nombre de médecins par habitant, pourrait paraître privilégiée et ne connaissant aucune difficulté. Nous savons bien, nous, sur le terrain, que ce n'est pas le cas, que nous avons des difficultés. Donc voilà, je vais laisser dans un premier temps la parole à Séverine Salgado, directrice santé de la Mutualité française, qui va nous présenter cet observatoire. Puis bien évidemment, nous aurons ensuite la possibilité d'avoir un échange, de poser des questions. Donc la règle pour qu'on puisse fonctionner, il y a une centaine d'inscrits à cette session, c'est de bien respecter le fait de garder son micro fermé pour éviter tout bruit
trop bruit parasite, sauf quand on parle, évidemment. Et puis, pour demander la parole, vous avez la possibilité de lever la main virtuelle que vous avez quelque part sur votre écran. Et on suivra les levées de main pour pouvoir vous donner la parole. Vous pouvez aussi utiliser le chat, on va essayer de le suivre en direct avec l'aide d'Hélène pour vous exprimer, poser des questions ou donner votre avis également. Voilà, écoutez, je ne vais pas prendre plus de temps puisque nous avons un dossier quand même consistant et donc je laisse tout de suite la parole à Séverine. Bonjour à tous, merci Président, merci Hélène Asensi de m'avoir proposé de venir ce matin vous présenter cet observatoire. C'est toujours un grand plaisir de pouvoir présenter chaque année auprès des différentes unions régionales et des événements qu'elles organisent. Nos observatoires, hein, Jean-Paul le disait tout à l'heure, c'est le 4e. Et les objectifs de ces observatoires, c'est presque, j'ai envie de dire, un peu de manière désintéressée, de poser dans le débat public des éléments que nous mettons comme ça, que nous mettons à disposition, des éléments qui sont tous très objectifs. C'est-à-dire que l'idée, après avoir un peu exploré les différents restes à charge, que ce soit à l'hôpital ou les restes à charge qui étaient visés par la réforme du 100% santé, hein, le dentaire, l'optique et l'audio, et puis avoir aussi exploré les restes à charge des personnes en situation de perte d'autonomie, les personnes âgées. L'idée, c'est toujours d'essayer de pousser auprès du débat public des éléments qui ensuite doivent être repris par les décideurs et par les pouvoirs publics pour mener à bien leurs réformes. Alors, cette année, comme le rappelait Jean-Paul, on a voulu laisser un petit peu de côté les sujets d'accessibilité financière aux soins pour parler plus d'accessibilité territoriale. Comme chaque année, hein, ces observatoires, ils se présentent de manière, en 2 temps. Et donc, je vais aussi, moi, présenter en 2 temps cet observatoire. Le premier, c'est celui des constats. Alors, des constats qui sont tout à la fois objectifs, avec des données qui sont des données d'ordre public pour la plupart, hein, des données de l'assurance maladie, mais pas que. On a cette année réussi à consolider, et là pour le coup ce sont des données inédites, hein, on a consolidé, j'y reviendrai, les données des plateformes privées de téléconsultation. C'était la première fois qu'on pouvait ajouter aux téléconsultations des plateformes privées celles de l'assurance maladie obligatoire. Donc des constats qui sont objectifs, mais des constats qui sont aussi subjectifs, puisqu'on a toujours une enquête auprès des Français, et cette année auprès des professionnels de santé aussi, donc des données sur des ressentis auprès d'un échantillon de la population. Et puis le deuxième temps, ce sera celui des solutions, parce qu'en fait, on s'est dit qu'on ne voulait pas ajouter à la morosité ambiante où on est nombreux à poindre les fractures, les inégalités territoriales. Donc, ce qu'on a voulu montrer dans cet observatoire cette année, c'est que des solutions existaient, qu'il n'y avait pas de fatalité, que les inégalités, elles sont là, mais elles ne sont pas inéluctables. Et donc, on a proposé quelques solutions qui ont fonctionné, d'autres qui ont un petit peu moins bien fonctionné, on verra pourquoi. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer de prendre appui sur ce petit bilan, on va dire, parce que vraiment, il est loin d'être exhaustif, hein, un bilan très partiel de Ma Santé 2022 à mi-parcours, pour voir si on pouvait, les uns et les autres, mettre en place des solutions. Alors, le contexte est quand même un peu particulier, et la vérité m'oblige à vous dire que lorsque nous avons choisi cette thématique en tout début d'année 2020, on n'était pas les seuls, hein, on n'avait pas anticipé qu'il y aurait cette crise sanitaire qui a bouleversé profondément à la fois notre système de santé et notre système de protection sociale. Et au moment où on construisait cet observatoire, on était à la fois observateur et acteur de cette crise sanitaire. Et on a surtout, en même temps, je vais dire, un petit peu fait évoluer les 2 contributions. En même temps, on a construit notre contribution au Ségur de la santé. Et donc, ce contexte donne un relief tout particulier à cet observatoire, parce que si je reprends de manière très très rapide, hein, notre contribution au Ségur de la santé,
qu'est-ce qu'on y disait en termes très, très elliptiques? Qu'est-ce qu'on y disait? On y disait que finalement l'avenir de l'hôpital, eh bien, c'était le premier recours. On y dit aussi que l'avenir de l'EHPAD, c'est le domicile, et que l'avenir de notre système de santé, ce n'est pas que le soin, c'est la prévention, c'est la santé publique. Et tous ces grands secteurs que sont l'hôpital, le premier recours, la prise en charge des personnes âgées en situation de perte d'autonomie, aussi bien à l'EHPAD qu'au domicile, les acteurs de la santé publique, eh bien, ils doivent se parler pour transformer profondément notre système de santé et apporter la réponse la plus adéquate aux besoins de santé. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus, non pas ignorer, mais en tout cas se voiler la face, fermer les yeux devant les inégalités sociales de santé. L'adresse a fait l'adresse, qui est le service statistique du ministère de la Santé, a fait un très gros boulot là, dans des temps records pour sortir des données sur les vulnérabilités accrues de certaines populations, que ce soit des populations précaires d'un point de vue économique, des populations qui sont fragilisées en termes de santé, qui sont parfois, pas toujours, mais souvent les mêmes. On peut plus ignorer, et donc on est obligé de tenir compte de ce constat pour avancer. Et notre position notamment, c'est de dire que la santé, c'est pas que l'affaire du ministère de la Santé, ça doit désormais être interministérialisé. Les sujets de santé publique doivent être vus à un niveau interministériel plus que ministériel si on veut apporter des réponses qui soient globales. Voilà, en termes d'introduction. L'idée, c'est vraiment d'essayer d'avoir un discours le plus positif possible pour apporter des réponses à la fois immédiates et de moyen terme aux problèmes qu'on a pu rencontrer ces derniers mois. Quelques chiffres clés. Vous voyez, une fois que j'ai dit ça, que quand même, si on regarde la plupart des chiffres, ils sont pas folichons, disons-le. On a quand même 40%, par exemple, de la population française qui souffre d'une affection longue durée. On a des populations qui vivent dans des déserts médicaux qui augmentent d'année en année. On a une baisse du nombre de médecins généralistes. On a de plus en plus de personnes qui consultent en dehors du parcours de soins, comme le disait Jean-Paul tout à l'heure. C'est notamment des personnes qui vont consulter les urgences plutôt qu'un médecin généraliste. Alors, il n'est pas ici question de culpabiliser ces personnes, elles ne peuvent pas faire autrement. La moitié d'entre elles nous disent « mais moi, je n'ai pas de médecin traitant, tout simplement. Donc, si je consulte en dehors du parcours de soins, c'est juste que je n'ai pas l'offre de médecin traitant disponible sur mon territoire. » Et donc, voilà, pour autant, encore une fois, vous voyez, on a le nombre de maisons de santé qui explose ces dernières années, donc un plébiscite pour un mode d'exercice qui n'est plus le même que celui qu'on avait pu observer sur les dernières décennies. On a aussi un nombre de téléconsultations qui a explosé. Alors, il y avait un effet contextuel, mais ça dit beaucoup sur les usages et les modes de consommation, si vous me permettez ce terme, de soins. Donc, tout ça, on va essayer de le voir ensemble. Alors, je vous le dis de suite, j'ai un diaporama qui est très très lourd, qui est très très dense. Ne soyez pas affolés, je vais pas tout vous décrypter de manière très précise. L'idée, c'est d'avoir en backup beaucoup d'éléments que je vous laisserai découvrir à l'écran, mais je vais certainement pas tout commenter, sinon ce serait déjà très très ennuyeux pour moi, mais encore plus pour vous. Donc l'idée, c'est vraiment de laisser le maximum de place aux échanges, et donc je vais essayer, si vraiment vous me trouvez trop longue et trop pénible, n'hésitez surtout pas à me le dire et j'ajusterai le tir. Alors, on commence par les réalités. Les réalités, l'idée, c'est de montrer qu'il y a une tension qui est grandissante entre, d'une part, la demande de soins qui augmente, l'offre de soins qui non seulement se rétracte, mais est mal répartie. Et donc tout ça, ça va s'accentuer dans les années à venir si on ne fait rien. Voilà, on est là, on est au pied du mur, on est face à nos responsabilités. Il faut vraiment qu'on agisse parce que vous allez le voir, on va pas pouvoir, les coutures vont craquer à un moment ou à un autre, et donc on va plus pouvoir être en mesure de répondre parfois même à des besoins basiques de soins. Yvette a été prévenue, ça y est, hein. Alors, très bien. pourquoi est-ce qu'on a une demande de... Il y a quelqu'un qui parle ou...
D'accord. Alors pourquoi est-ce qu'on a une demande de soins qui augmente? On a deux facteurs principaux. Déjà la population totale qui augmente, tout simplement, c'est mécanique, hein. Elle augmente bon an, mal an, et puis donc on aura presque 10% de Français de plus d'ici 2050. Et puis surtout, j'ai envie de dire, on a notre population qui vieillit, hein. Un tiers de la population aujourd'hui, un quart pardon, de la population aujourd'hui a plus de 60 ans, ce sera un tiers dans 30 ans. Et donc, du coup, ces deux éléments, ça fait qu'on a une hausse de la demande de soins, même si, enfin, c'est pas que le vieillissement, hein, c'est aussi un facteur très sociétal et générationnel. Aujourd'hui, quelqu'un de 30 ans consomme plus de soins que ses parents ou ses grands-parents lorsqu'ils avaient le même âge. On a la santé, hein, c'est ce que les économistes appellent un bien. La santé, c'est ce que les économistes appellent un bien économique supérieur. Et donc, avec la dépense de santé augmente plus vite que le produit intérieur brut, donc ça augmente plus vite que les revenus. Et puis, on le sait, hein, une personne âgée consomme beaucoup plus de soins qu'une personne moins âgée. Un homme de 20 ans, sa dépense de santé est 8 fois inférieure à celle d'un homme de 70 à 74 ans. Alors, je ne veux surtout pas avoir de discours genré ici. On a les données que pour les hommes et pas pour les femmes. Je ne sais pas pourquoi. On aurait bien aimé mettre les deux, donc n'y voyez aucun sexisme. J'imagine que pour les femmes, c'est à peu près pareil. Ça doit être intuitivement, on doit avoir un écart de dépenses moyennes de soins à peu près identique. Un autre facteur de développement, d'augmentation de la dépense de soins et des besoins, hein, en santé, c'est le développement des pathologies chroniques et aussi des polypathologies, c'est-à-dire une personne qui est atteinte de plusieurs pathologies en même temps. Alors ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, hein. Ça veut dire qu'on meurt moins en France liés, consécutivement à une maladie qu'auparavant. On a des progrès technologiques en médecine qui font qu'on peut vivre avec une maladie plus longtemps. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, mais du coup, ça coûte de l'argent, bien sûr, hein. Et donc, on a une augmentation de la fréquence de ces ALD et de ces polypathologies qui est vraiment très, très importante, hein. Je crois que les graphiques là parlent d'eux-mêmes, et encore ce n'est que depuis 4 ans. Donc si on faisait, on peut tout à fait prolonger les courbes et sur plusieurs années, là sur les 2 dernières décennies, elles sont à peu près la pente est à peu près la même. Donc du coup, si on voit le côté positif, c'est qu'on vit avec nos maladies et c'est une bonne chose. Si on peut aussi voir le côté négatif, hein, c'est qu'on ne met pas suffisamment l'accent sur la prévention. Il y a beaucoup de ces maladies qui relèvent qui sont des facteurs de risque liés au comportement. Et donc, mais pas que, hein, il y a quand même aussi beaucoup de sujets d'ordre environnemental. Donc là aussi, ça en dit long sur le fait que notre système de santé est quand même globalement centré autour du soin et non pas autour de la prévention et de la santé. Et donc, on pourrait certainement faire mieux, et on a des pays avec lesquels on peut se comparer qui font bien mieux que nous. Donc ça, c'est pour l'augmentation de la demande et de la dépense de soins. En parallèle, donc, on a une offre qui se réduit et qui par ailleurs est mal répartie. Ça, c'est des éléments qui sont assez bien connus. On a des densités qui sont... on a un nombre de médecins total qui est très, très convenable si on se compare avec les autres pays de l'OCDE, mais ils sont très, très mal répartis. Donc là, on vous a donné les exemples dans cette slide des spécialistes. On a des écarts de densité qui vont de 1 à 3. Je précise ici, parce que c'est quand même important, les médecins spécialistes, on a pris dans nos données tous les médecins, y compris les médecins hospitaliers. C'est pour ça aussi qu'on a de très grandes disparités parfois entre départements, pour lesquels il y a une très grande disparité aussi de l'offre hospitalière. Donc assez logiquement, on va avoir des écarts de très très élevés, par exemple pour ce qui concerne entre les départements Bouches-du-Rhône et Alpes-Maritimes, qui ne sont pas nécessairement illustratifs de la densité de spécialistes libéraux qui peuvent être installés dans les départements en premier recours.
Vous avez ici maintenant, donc, est-ce que j'ai l'impression que je n'arrive plus à placer mes slides. Non, on a 2 fois les médecins spécialistes, excusez-moi, je pensais que mes slides ne passaient pas, mais on a 2 fois la slide sur les spécialistes. Par ailleurs, on a une extension des déserts médicaux qui est assez rapide. On utilise ici le terme de désert médical parce que c'est le terme qui est assez communément repris et qui est connu maintenant du grand public. C'est un terme un peu fort, hein, mais on le reprend parce qu'on veut aussi marquer les esprits. Vous savez, ou en tout cas, je vais essayer de le dire simplement, on considère qu'une personne vit dans un désert médical lorsqu'elle ne peut pas consulter en moyenne plus de 2,5 fois par an un médecin généraliste. C'est un indicateur qui est un peu plus complexe que celui de la simple densité médicale, où on rapporte le nombre de médecins à la population, mais c'est un indicateur qui est aussi mieux construit parce qu'on tient compte à la fois de l'offre, en tenant compte du nombre de consultations que font les médecins, par exemple les horaires d'ouverture, ce genre de choses. On ne prend pas un médecin généraliste, si vous voulez, n'est pas égal à un médecin généraliste dans cet indicateur. On tient compte vraiment de son activité, de sa force de travail en quelque sorte. Hein. Et puis côté demande, on regarde les spécificités des populations, si elles sont plus ou moins âgées et si les besoins de santé de ce territoire sont plus élevés ou moins élevés qu'ailleurs. Et donc, on confronte vraiment l'offre et la demande en quelque sorte pour avoir cet indicateur qu'on appelle accessibilité potentielle localisée, qui est un peu complexe, mais qui est beaucoup plus fin et intéressant que celui de la simple densité médicale. Et donc ici, on voit que là où on avait 7,6% de la population en 2012 qui vivait dans un désert médical, on est à 11,1%, soit plus d'un dixième de la population aujourd'hui. Donc ça va très vite. Et si on ne fait rien, ça ne pourra que s'amplifier. On a des déserts médicaux qui sont largement concentrés dans certaines régions. Vous voyez, c'est les régions qui sont plus foncées sur la carte. Ça ne veut pas dire qu'ici ou là, bien sûr, hein, là c'est des données départementales, ça ne veut pas dire qu'ici ou là, en infradépartemental, bien sûr, il n'y a pas de problème de déserts médicaux dans les départements côtiers, par exemple, de votre région. Par ailleurs, on continue à payer, entre guillemets, le coût de la baisse du numerus clausus qui, à partir des années 80, a énormément chuté. Et donc, on a, même si on a un niveau, encore une fois, un nombre de médecins qui est tout à fait correct en France, on a quand même, dès lors que tout notre système de santé est organisé autour du médecin et qu'il est le pivot du parcours de soins, c'est à partir des données sur les médecins qu'on regarde l'offre médicale. Donc on a un nombre de médecins généralistes qui va continuer à baisser. Du fait de ce numerus clausus qui continue à produire ses effets. Hein. Là, il a été supprimé, il avait été largement relevé auparavant, mais ça continue à produire ses effets sur 40 ou presque 50 ans. Donc, on continue à avoir un nombre de médecins qui arrivent sur le marché, entre guillemets, du travail assez bas. Et puis, on a en même temps un effet ciseau avec des départs à la retraite qui vont être très nombreux dans les années à venir. Hein. Un quart des médecins a plus de 60 ans aujourd'hui. Donc, il faut qu'il y ait un renouvellement assez rapide si on veut, à minima, maintenir le niveau de médecins tel qu'on l'observe aujourd'hui. Et puis en même temps, hein, comme je le disais tout à l'heure, on a une population française qui augmente. Donc notre taux de médecins rapporté à la population française ne va faire que baisser dans les années à venir. Alors, que nous disent les Français quand on leur parle de ces sujets? On a des Français qui ont le sentiment d'avoir quand même un besoin de soins qui est chroniquement non satisfait.
Pendant longtemps, on nous disait que le premier facteur de renoncement aux soins, c'était le coût de la dépense de santé. Ça reste évidemment le coût pour une part importante de la population, mais ils sont de plus en plus nombreux à nous dire que ce sont les délais d'attente. Là, on a des délais d'obtention moyens de rendez-vous selon le type de commune, c'est-à-dire la taille de la commune, qui peuvent varier, vous voyez, de 22 jours à 97 jours, par exemple, enfin même 2 jours à 97 jours, selon la spécialité, pour les ophtalmos, par exemple. Les ophtalmos, là, dans les petits ou moyens pôles, on est à 97 jours. On est à 29 jours à Paris. Sur les médecins généralistes, globalement, vous voyez, ça va, on est entre 1 et 2 jours, mais on a aussi des délais d'attente assez longs pour des gynécologues. Alors, on leur a aussi posé une question, pas uniquement sur le délai d'attente, hein, on leur a demandé si oui ou non, quand même, en insistant un peu, on pouvait réduire ce délai d'attente. Et oui, quand il y a une urgence qui est ressentie et qui est expliquée aux professionnels de santé, le professionnel de santé, bien sûr, raccourcit les délais et on n'attend pas systématiquement 97 jours quand on a un gros problème, par exemple une infection oculaire. Évidemment, l'ophtalmologue reçoit plus rapidement. Mais quand même, on est quand même à des délais médians d'obtention qui sont importants. Et les Français, évidemment, ça nourrit cette insatisfaction des Français que nous avons interrogés. Je parlais tout à l'heure de la part de patients sans médecin traitant. On est à plus de 10% de la population qui effectue des consultations hors parcours de soins. Alors on peut se dire que quelque part le parcours de soins a peut-être vécu maintenant, qu'il faut le revoir. Le parcours de soins coordonné, le terme de coordonné, je pense qu'il ne faut pas l'abandonner, mais il faut certainement revoir ce point d'entrée qui est le médecin dans le parcours de soins coordonné. Il y a certainement là ici une piste à explorer et à revoir de manière assez radicale. Alors, sur les perceptions à la fois des Français et des professionnels de santé que nous avons interrogés. Nous, ce qui nous a énormément marqué, dans ces questionnaires ces enquêtes que nous avons menées cet été. Alors, on les a menées fin août, c'est-à-dire qu'on était vraiment entre les deux vagues. On n'était pas encore dans l'émotion de la première vague avec un plébiscite très fort des Français et très justifié, hein, bien sûr, des Français envers les professionnels de santé. On était à un moment où, quelque part, peut-être même que certains d'entre nous pensaient que tout cela était presque derrière nous, à un moment donc où vraiment à la fois les Français, les patients n'étaient pas confrontés à cette vague et les professionnels non plus, donc à un moment un petit peu d'accalmie. Alors, ce qui nous a vraiment fortement marqué, c'est qu'il y a une tension grandissante entre la perception que les Français ont du système de santé et celle qu'ont les professionnels de santé que nous avons interrogés. Professionnels de santé essentiellement premier recours et à exercice libéral, je précise. Les professionnels de santé critiquent énormément les dernières mesures qui ont été mises en place par les pouvoirs publics. Quand je dis les dernières, c'est sur le quinquennat actuel, mais aussi le précédent. Il y a un fort sentiment d'incompréhension de leurs contraintes par les pouvoirs publics, alors même que les Français, eux, plébiscitent plutôt les mesures qui ont été mises en place. Donc un écart grandissant qui est peut-être, qui ne dit pas nécessairement grand-chose de bon quand même sur cette polarisation entre deux catégories de la population. Alors les Français, eux, ils ont confiance en leur système de santé, ils continuent à avoir confiance et ils ont raison parce qu'ils ont vu quand même qu'il avait tenu bon durant la première vague. Ils considèrent que le système de santé fonctionne bien, plus 7 points en un an. Je précise effectivement, comme on fait cet observatoire depuis 4 ans, on leur pose les mêmes questions depuis 4 ans, donc on commence à avoir un petit peu de profondeur. Et la plupart des indicateurs se sont nettement améliorés cette année par rapport aux années précédentes. Donc la plupart, 70%, considèrent que le système de santé fonctionne bien.
et un petit peu moins, 63%, mais ils sont plus, mais ils sont 11, enfin, il y a 11 points de plus en un an. La plupart estiment donc que ce système permet à tout un chacun de se faire soigner, ce qui est quand même très positif. On peut le lire aussi de manière négative, hein, ils n'étaient que 52% à le penser l'an dernier. Donc, notons quand même l'amélioration parce qu'on est optimiste de nature. Ils perçoivent, et ça c'est une bonne chose, qu'il y a une baisse du reste à charge. Je dis que c'est une bonne chose parce que le reste à charge zéro est entré en vigueur et l'objectif c'était quand même de baisser le reste à charge sur 3 postes de soins sur lesquels il y avait des renoncements aux soins à cause du reste à charge. Donc ils perçoivent qu'il y a une baisse. Pour autant, ils sont quand même très nombreux, 63%, une majorité a estimé qu'il va augmenter dans les années à venir. Donc voilà, on se rend compte que les patients ne sont pas dupes, entre guillemets. Il y a des restes à charge qui sont très élevés et qui restent très élevés sur certains postes, notamment sur l'hôpital. Alors, ils sont très concentrés, ces restes à charge à l'hôpital, donc c'est assez logique qu'ils soient beaucoup moins nombreux à considérer que les restes à charge sont moins élevés à l'hôpital, mais on voit qu'il y a quand même une augmentation. Hein, on passe de 29 à 33, et donc il y a quand même une bonne prise de conscience de la part des Français que les restes à charge, ça reste un problème pour l'hôpital et pour les consultations, c'est-à-dire les dépassements d'honoraires. Sur les mesures qui sont mises en place et les réformes qui ont pu être menées par le gouvernement actuel et le précédent, une petite moitié considère que les projets du gouvernement répondent à leurs préoccupations. Et en même temps, ils nous disent que ça veut dire que la moitié exprime aussi un jugement plutôt négatif. Hein. Donc on va voir, hein, après on va étudier un peu plus en détail certaines réformes, que c'est assez différent d'une réforme à une autre. Voilà, c'est vrai que cette donnée-là, 53% ou 46%, est assez difficile à analyser comme ça. Je ne sais pas quel est, c'est assez compliqué de voir quel est aussi le niveau de connaissance précise du français, des mesures qui sont mises en place par le gouvernement. Donc voilà, c'est une donnée que je vous livre un peu brute, que moi-même j'ai un peu de mal à analyser. Hein, c'est moitié-moitié en quelque sorte. Pour autant, il continue à avoir des attentes très très fortes, en particulier concernant la lutte contre les déserts médicaux, et tout cela est assez logique avec les chiffres un peu bruts et cliniques que je vous ai donnés tout à l'heure. Les déserts médicaux augmentent, donc c'est assez logique que ce soit leur première préoccupation. Donc ça, vraiment, vous voyez, hein, 40% des Français considèrent que ça doit être le premier axe de travail du gouvernement. Pour autant, les professionnels de santé, eux, disent que toutes les dispositions qui ont été prises ces dernières années, elles sont largement insuffisantes. Les dispositions qui ont été prises ces dernières années, c'est des aides financières pour aller s'installer dans des zones sous-denses. C'est bien sûr l'augmentation et même la suppression du numerus clausus. Ils trouvent que c'est insuffisant. Parce qu'ils voient bien ils voient bien, ils sont assez lucides sur le fait qu'il y a certainement des mesures beaucoup plus fortes qui doivent être prises, et ceux qui exercent en zone sous-dense, hein, ils étaient un certain nombre, ils étaient bien sûr représentés dans l'échantillon, eux, ils voient bien que ces mesures, elles permettent au mieux de maintenir l'offre quand il y a un départ à la retraite, mais la plupart du temps, ça ne permet même pas de maintenir l'offre. Donc ceux qui restent, ce sont ceux qui se prennent de plein fouet la surcharge de travail. Vous avez ici quelques verbatims qui vous ont été reproduits. Il y en a beaucoup plus dans l'observatoire.
Bon, voilà, hein, des pharmaciens qui disent que quand une personne déménage, par exemple, eh bien, on peut plus rentrer dans le parcours de soins parce qu'on n'arrive plus à trouver de médecins traitants. Les médecins traitants n'acceptent plus de nouveaux patients, et donc eh ben, la logique, c'est les urgences, hein, derrière. Il n'y a pas d'autre possibilité si on n'est pas prêt si en tout cas on n'est pas en mesure de supporter la charge financière d'une consultation hors parcours de soins. Voilà, et puis un orthoptiste qui nous dit perte de chance, notamment pour les enfants qu'ils peuvent recevoir en dépistage visuel, et derrière il n'y a pas de contrôle ophtalmologique avant de nombreux mois, et donc il y a une perte de chance. Donc, voilà, c'est vrai que c'est vraiment le ressenti de beaucoup de professionnels de santé qui ont été interrogés. La perte de chance revenait assez souvent. Donc voilà, donc les réponses apportées se révèlent trop partielles. Les ressentis, les verbatims des professionnels de santé étaient très forts lors de ces enquêtes. Voilà, ils considèrent que toutes les réponses qui sont apportées sont en complet décalage avec la réalité de leur métier. Voilà, on l'a dit tout à l'heure, hein, là c'est assez fort ce que dit cet infirmier, hein, c'est pas 1 500 € de prime qui va calmer les soignants. Je pense que cet infirmier a dit les mots assez justes. Ils ont vraiment le sentiment d'être assez peu entendus, avec des mesures qui sont partielles et qui sont insuffisantes, on l'a dit tout à l'heure. Pour autant, une fois qu'on a dit tout ça, on ne doit pas rester sur ce constat qui est assez pessimiste, et qui si on s'arrête à ce constat, en fait, on a l'impression qu'on va droit dans le mur. Nous, ce qu'on a voulu avec cet observatoire, c'est regarder ce qui avait pu fonctionner. On dit en mutualité, mais pas que nous, qu'il faut absolument transformer en profondeur l'organisation de notre système de santé. Il y a vraiment un sujet organisationnel qui est très fort. Il faut, on l'a dit dans le cadre du Ségur de la santé, quand je disais tout à l'heure que l'avenir de l'hôpital, c'est le premier recours, c'est pas qu'une formule, c'est vraiment comment est-ce qu'on réorganise le premier recours, comment est-ce qu'on revalorise l'exercice médical du premier recours, comment est-ce qu'on valorise l'ensemble des professionnels de santé qui interviennent, les médecins bien sûr, mais pas que, je dirais même plus les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes, enfin tous les professionnels paramédicaux ou les professionnels médico-sociaux, pour apporter une réponse une prise en charge qui soit globale et qui soit centrée autour du patient. Comment est-ce qu'on organise l'exercice coordonné autour des patients, pas l'exercice coordonné au niveau d'un territoire. Voilà, l'idée, c'est pas comme avec les communautés professionnelles territoriales de santé, de coordonner uniquement, de coordonner l'action des professionnels de santé entre eux, mais c'est vraiment de coordonner autour d'un patient et pas uniquement sur le territoire. Est-ce que, oui ou non, la télémédecine, la téléconsultation, qui est toujours présentée comme étant un des leviers qui va permettre d'améliorer l'accès aux soins dans les territoires sous-denses, est-ce que oui ou non, ça permet d'améliorer cet accès aux soins dans les territoires sous-denses? On est en droit de se poser la question. Donc on a voulu regarder un petit peu les organisations, de nouveaux modes d'organisation qui ont pu être mis en place ces dernières années, pour voir si oui ou non elles avaient produit des effets. Alors, vraisemblablement que ce gouvernement, à la fin de ce mandat, fera un bilan de Ma Santé 2022. Mais nous, on a voulu essayer, à la mesure de nos moyens, d'essayer de faire un bilan un petit peu à mi-parcours des mesures qui avaient été mises en œuvre. Alors la première, c'est sur le partage de compétences. Nous, on a une conviction très forte à la Mutualité française, et je l'ai déjà dit à une ou deux reprises, c'est que le médecin, c'est qu'il faut optimiser cette ressource médicale, cette ressource qu'est le médecin. Il faut l'optimiser, il faut recentrer le médecin sur ses missions premières.
Et il faut valoriser à côté toutes les autres ressources qui sont très importantes en France, de tous les autres professionnels de santé. Et donc le partage de compétences, j'emploie ici volontairement le terme de partage de compétences et pas délégation de tâches. Le partage de compétences pour nous, c'est quelque chose nous, on a l'intuition que c'est le levier principal qui va permettre de réorganiser la prise en charge des patients. Alors, on a regardé deux types de partage de compétences qui ont été mis en place ces dernières années. Le premier, c'est la vaccination contre la grippe par les pharmaciens. Alors, il y avait une expérimentation qui était mise en place, là c'était en 2019, donc en 2017 et 2018, sur les deux précédents hivers. Donc, expérimentation qui avait produit des effets, dont le bilan était très positif dans les régions dans lesquelles ça avait été mis en place. Et puis, en 2019, donc les pharmaciens, donc pour l'hiver précédent, avaient pu, donc ça avait été complètement généralisé sur l'ensemble du territoire, sous réserve bien sûr d'une formation préalable des pharmaciens. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur l'épisode hivernal précédent? Eh bien, la mesure s'est révélée plus qu'efficace, puisqu'en fait, les pharmaciens ont pu réaliser un cas de vaccination antigrippale l'année précédente. L'hiver précédent, pardon. Et bien mieux, c'est que la couverture vaccinale, elle a augmenté. C'est-à-dire que les pharmaciens ont vacciné 2,5 millions de personnes, mais les médecins eux-mêmes ont encore plus vacciné que les années précédentes. Donc en fait, tout le monde est gagnant. Ça n'a pris de boulot, passez-moi l'expression, à personne. Il y a eu une forme de synergie qui fait que les Français ont été plus vaccinés l'hiver précédent l'hiver dernier que les hivers précédents. Et puis, ça a libéré aussi du temps médical. C'est-à-dire que si tous les 2,5 millions de personnes, si elles avaient toutes été vaccinées par leur médecin généraliste, eh bien, ça aurait occasionné 30 consultations supplémentaires par médecin. Donc, en fait, nous, on considère que ça a libéré 30 consultations par médecin l'hiver dernier. Donc, pour nous, ça, c'est une vraie réussite. Et c'est pour nous l'exemple même de coopération, de partage de compétences qui fonctionne bien, en bonne intelligence, entre les professionnels de santé. Parce que, en fait, dès lors qu'on parle de coopération, de partage de compétences, le professionnel qui va déléguer l'acte qui est partagé avec un autre a toujours énormément de réticence, il a toujours peur de perdre une partie de son activité. Et là, en fait, on démontre de manière assez magistrale que non, personne n'a perdu d'activité et c'est pour le bénéfice de la population française, donc avec une amélioration de la couverture vaccinale. Autre protocole, autre coopération que nous avons regardée, où là, on est forcé de constater que le bilan est beaucoup plus mitigé, c'est les protocoles de coopération entre orthoptistes et ophtalmologistes. Et là, vous voyez tout de suite qu'il y a une différence de sémantique. Là, on va parler de protocole de coopération. Et donc, c'est en fait là un ophtalmologue qui va déléguer à un orthoptiste des actes, et notamment des actes de bilan visuel. Et alors, je rappelle juste que 7 adultes sur 10 en France portent des lunettes, donc il y a potentiellement un vivier d'activités pour les orthoptistes, puisqu'on parle vraiment uniquement d'actes de bilan visuel, et en théorie, on devrait tous faire un bilan visuel chaque année. Donc, il y a un potentiel, un gisement d'activité pour les orthoptistes et donc un temps qui serait libéré pour les ophtalmologues qui est énorme. Et bien pour autant, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'en 2019, il n'y a que 145 000 actes de bilan visuel qui ont été réalisés par des orthoptistes. Et donc pour nous, c'est l'exemple là de ce qui ne fonctionne pas, à savoir que ces actes de bilan visuel, ils sont réalisés sous la responsabilité de l'ophtalmologiste, c'est-à-dire qu'il y a toujours derrière un petit peu cette
cette notion de hiérarchie entre les professions de santé, qui évidemment n'existe pas entre les médecins et les pharmaciens, mais là elle est très forte entre les ophtalmologues et les orthoptistes, comme si quelque part déléguer complètement un acte, déléguer avec la compétence, avec la responsabilité, pardon, qui va avec à un professionnel de santé paramédical, ce serait quelque part baisser la qualité. Je le dis avec des mots assez forts, hein, mais c'est comme ça que ça a été aussi ressenti, hein, par les professionnels de santé. C'est un petit peu comme si on baissait quelque part la qualité de l'acte qui est dispensé aux patients. Et donc, nous, ce qu'on en retire, c'est que le partage de compétences, ça ne peut fonctionner que s'il y a aussi une délégation de la responsabilité d'un professionnel à un autre, que le professionnel qui réalise l'acte est aussi responsable de l'acte qu'il réalise. Il ne le fait pas sous couvert d'un autre professionnel. Il faut aussi, quelque part, que ce soit rémunéré à la même hauteur. Hein. On rémunère pas tout à fait de la même façon un acte lorsqu'il est réalisé par une infirmière que lorsqu'il est réalisé par un médecin. C'est une réalité. Et je pense aussi que si on veut promouvoir le partage de compétences, il faut aussi valoriser et rémunérer à leur juste hauteur ces actes et que ce soit surtout le même niveau de rémunération, quelle que soit la personne qui le dispense, cet acte. Alors, c'est d'autant plus regrettable tout ça qu'on a près de 80% des Français qui trouvent que c'est une bonne idée, que ça leur permet d'accéder à un meilleur accès, un accès aux soins qui est amélioré. On a près de 60% des Français qui se disent prêts à tester cette délégation d'actes, donc eux, ils n'ont pas peur. Et vous voyez, là, on a deux verbatims, hein, qui sont assez illustratifs de ce que je disais tout à l'heure. Les infirmiers qui disent oui, nous on a un vrai rôle à jouer, mais derrière on a un ordre des médecins qui est absolument pas favorable à ce partage de compétences. Alors, c'est de la responsabilité de cet infirmier qui l'a dit. C'est pas tout à fait vrai. Le Conseil national de l'ordre des médecins a beaucoup évolué ces dernières années sur le sujet. Donc ce verbatim est presque un peu daté. Mais on a quand même toujours derrière cette idée que les médecins sont pas favorables à déléguer à d'autres professionnels de santé ce que eux font aujourd'hui. Et puis vous voyez ce médecin généraliste qui nous dit est-ce qu'on est en train de grignoter doucement mais sûrement nos prérogatives? La réponse est oui. Et voilà. Donc tout est dit là entre ces deux verbatims, infirmiers et médecins généralistes. On a regardé aussi ce que pouvait donner l'exercice coordonné. Alors, l'exercice coordonné, nous, en mutualité, on le fait depuis toujours, j'ai envie de dire. Nous avons des centres de santé mutualistes qui pratiquent cet exercice coordonné depuis maintenant longtemps, mais pas que les centres de santé. Hein. Tous nos services de soins et d'action mutualistes sont habitués à exercer de manière coordonnée. Mais on sait aussi qu'il y a un plébiscite des jeunes professionnels de santé, aussi bien pour l'exercice regroupé, coordonné, que pour le salariat. Donc on a voulu regarder un petit peu ce que ça avait donné ces dernières années. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a un développement quasi exponentiel des maisons de santé pluriprofessionnelles, donc exercice libéral, plus 30% de plus sur 3 ans. Alors on n'arrivera pas vraisemblablement à cet objectif que s'était fixé Ma Santé 2022 de doubler le nombre de MSP sur le quinquennat. C'est un objectif très ambitieux, donc c'est absolument pas une critique quand je dis ça. Déjà, si on arrive à plus 30 ou à plus 40 ou 50% en 5 ans, ce sera déjà très très bien. Donc oui, une augmentation des maisons de santé pluriprofessionnelles. Et puis, on a une augmentation plus forte encore des centres de santé. Alors derrière cette augmentation, il faut pas se leurrer, hein, parce qu'il y a quand même aussi, on n'arrive pas, je vous le dis de suite, à faire la part dans les chiffres du nombre de centres de santé, on n'arrive pas à faire la part entre les centres de santé dentaires et optiques notamment qui se développent beaucoup. Et pour certains qui sont qualifiés de low cost, donc ça, c'est pas nécessairement une bonne nouvelle. Mais ce qui est la bonne nouvelle quand même, c'est que le modèle, entre guillemets, centre de santé avec du salariat et avec une fonction de coordination interne qui est inhérente au centre de santé et qui l'est beaucoup moins dans les maisons de santé pluriprofessionnelles se développe.
Et puis surtout, qui dit centre de santé, dit tarif opposable. Donc ça, pour nous, c'est évidemment une excellente nouvelle, que les centres de santé se développent toujours. Après, pour peut-être un petit peu amodier ce que je viens de dire, est-ce que c'est le suivant? Oui, c'est la slide suivante. Pour amodier un petit peu ce que je viens de dire, il se trouve quand même que on a, oui, des implantations en zone sous-dense, mais pas tant que ça au final. Les dernières, ça c'est une étude qui a été faite par l'IRDES, qui a été publiée depuis, qui dit que en fait, ces modes d'exercice regroupés, ça permet de maintenir l'offre de soins dans les zones sous-denses, c'est-à-dire que lorsque dans une zone sous-dense, vous avez de médecins généralistes qui sont proches de la retraite, qui sont assez souvent moteurs, donc c'est souvent dépendant de la personnalité de ces médecins généralistes. Ils vont, quelques années avant leur départ à la retraite, mettre en place et quelque part amorcer une maison de santé pluriprofessionnelle pour s'assurer qu'au moment où ils partiront, ils seront remplacés. Donc ça permet tout juste de maintenir l'offre de soins. Mais c'est pas ça qui va radicalement modifier les inégalités territoriales qu'on a vues en début de présentation. C'est déjà ça, si ça permet de maintenir. Et nous, notre conviction à la Mutualité française, c'est vraiment de concrétiser cette ambition de Ma Santé 2022, qui est de dire que l'exercice regroupé, ça doit être la règle, ça ne doit plus être l'exception. Il va vraiment, il suffit pas de le dire, il va vraiment falloir mettre en œuvre, avoir une conviction politique assez forte, un portage politique assez fort de cette formule, pour que vraiment l'exercice regroupé devienne la règle partout, que l'exercice isolé devienne l'exception. Quand j'entends exercice isolé, c'est en dehors d'une structure coordonnée. Hein. Je ne dis pas qu'il faut fermer tous les cabinets où la personne est seule, hein, mais c'est vraiment mettre en place un exercice coordonné qui soit la règle. Alors, on a bien quelques idées, hein, et moi je pense que la coopération entre professionnels de santé, ça doit être le premier levier, le levier le plus fort pour que ça devienne la règle. Et alors, comment est-ce que c'est perçu par les Français, par les professionnels, les uns comme les autres, le plébiscite en fait, hein, sans surprise. 85% des Français identifient bien ce qu'est une maison et ce qu'est un centre de santé. Ils identifient bien ce que ça peut leur apporter en termes d'accès aux soins. Et puis les professionnels de santé aussi, le plébiscite. Alors, les professionnels de santé vont quand même pointer quelques contraintes, et notamment vis-à-vis des contraintes d'ordre administratif, des craintes qui sont liées à une supposée dépendance vis-à-vis de l'ARS, qui va toujours leur demander des projets de santé à chaque année plus étoffés que les années précédentes. Mais bon, en même temps, c'est aussi quelque part une forme de reconnaissance de ce type de structure et d'exercice regroupé. Donc pour nous, il n'y a plus maintenant, il n'y a plus qu'à, il faut y aller, puisque c'est plébiscité par tout le monde. Il n'y a vraiment aucune raison pour ne pas y aller plus fort. Alors, est-ce que c'est après? Oui, non, pardon. On a un autre levier qui doit être pour nous, qui est un peu la condition préalable à cet exercice regroupé, à cet exercice coordonné, qui n'est pas tout à fait la même chose. C'est le dossier médical partagé. Il faut là aussi faire quelque chose. De là, le rendre obligatoire, je sais qu'à part l'année prochaine, il sera ouvert pour tous les Français. C'est déjà une première pierre, mais il va falloir que l'alimenter maintenant. On voit bien qu'il n'y a pas de réticence particulière des Français à avoir un DMP et à ouvrir un DMP. La plupart considèrent et ils comprennent bien que c'est efficace.
et ils sont prêts à partager des données. Donc le dossier médical partagé, là il y a un vrai sujet côté professionnel de santé pour qui c'est plus vu comme une contrainte pour certains d'entre eux, notamment ceux qui exercent en libéral en premier recours. Donc là aussi il y a certainement une action forte à faire, non pas vis-à-vis des Français mais vis-à-vis des professionnels de santé. Pour démontrer qu'en fait, le DMP, c'est pas de la perte de temps, mais c'est un vrai gain de temps et c'est un vrai gain aussi d'efficience. Ça peut limiter des actes redondants et permettre aux Français d'être pris en charge de manière plus efficace et plus rapide. Dernière chose qu'on a regardé, c'est les téléconsultations. Alors, est-ce que les téléconsultations, oui ou non, ça va nous permettre de résorber les fractures territoriales en matière d'accès aux soins? Vous le savez très bien, il y a eu une augmentation exponentielle des téléconsultations sous l'effet, durant le premier confinement. Là, vous avez les données jusqu'en avril, puisque c'était celles qu'on avait au moment où on a publié l'observatoire. Donc en avril 2020, on a un plateau, on est à 4,3 millions de téléconsultations. On était à 28 000 en décembre 2019, donc les chiffres parlent d'eux-mêmes, c'est énorme. Alors, clairement, on a forcé les usages. Si on était seulement à 28 000 en décembre 2019, c'est qu'il y avait une bonne raison. La bonne raison, c'était la réticence des professionnels de santé en premier lieu, qui s'y étaient pas mis. On peut le comprendre quelque part, on peut le comprendre quand on est un médecin généraliste, qu'on n'a pas été formé à la téléconsultation, parce qu'on ne téléconsulte pas comme on consulte en physique. On peut avoir une certaine réticence à faire de la téléconsultation. S'il y avait quand même que 28 000 téléconsultations en décembre 2019, c'est aussi de la faute, entre guillemets, de l'assurance maladie, parce que l'assurance maladie avait mis en place un système de prise en charge de ces téléconsultations qui était très drastique. Pour pouvoir être prise en charge, il fallait avoir consulté en présentiel son médecin traitant au moins une fois dans l'année qui précédait. Donc forcément, il y avait un frein. L'assurance maladie avait très peur d'une explosion de la téléconsultation de confort, entre guillemets, et donc elle avait mis des contraintes très fortes pour éviter cette explosion. Bon, elle s'est faite rattraper. Résultat, on a ouvert les vannes et donc on a eu 4,3 millions de téléconsultations qui ont été remboursées en avril 2020 et ça venait largement se substituer, bien sûr, au fait qu'il y avait plus de consultations en présentiel. Donc tout cela s'est substitué et on voit que même en forçant les usages, eh bien, ça a plutôt bien fonctionné. Alors, là, c'est le pic en avril. Depuis, on a à peu près chaque mois une diminution du nombre de téléconsultations de l'ordre de 10-15%. Mais on part de tellement haut qu'on continue quand même à avoir un nombre de téléconsultations très élevé. Donc c'est en train de s'installer durablement dans le paysage et puis ça a remonté là sur le dernier mois. Donc c'est en train tranquillement de s'installer dans le paysage. Tout le monde s'habitue plus ou moins à une téléconsultation, à ces téléconsultations. Et donc on va considérer que c'est une façon quand même facilitée d'avoir accès à son médecin et que c'est plutôt une bonne chose. Et on a aussi regardé le nombre de téléconsultations qui ont été effectuées auprès des plateformes privées. Plateformes privées, donc c'est Mes Docteurs, c'est Care, Livy, toutes ces plateformes qui ont organisé la possibilité de pouvoir téléconsulter. Donc ce sont des téléconsultations qui sont majoritairement en dehors du parcours de soins coordonnés. Et qui sont parfois, selon la garantie que la personne a souscrite, remboursées au premier euro par la mutuelle. Alors ça nous a été, c'est une critique très forte qui nous était faite par les pouvoirs publics, que les mutuelles remboursent au premier euro des téléconsultations. Là, je me situe avant la crise. On a toujours, nous, considéré que, évidemment, d'une part, les organismes complémentaires d'assurance maladie sont libres de définir elles-mêmes leurs garanties, mais surtout, on a toujours dit que c'était une façon de pallier
la baisse de la démographie médicale et les difficultés d'accès aux soins qui étaient rencontrées par les Français, et que de toute façon, à partir du moment où il y avait autant de consultations hors parcours de soins, ce n'était jamais qu'une autre forme de consultation hors parcours de soins, et qui rend quand même des services assez importants à la population. Alors ces téléconsultations, même si les téléconsultations, je dirais, en mode CNAM avaient été largement ouvertes, elles ont aussi, elles, connu une forte croissance sur la période, sur les mois du confinement. Donc elles ont été multipliées par plus de 20 en avril 2020 par rapport au mois précédent. Donc là aussi, ça reste à confirmer, mais on voit bien que ça continue bon an mal an, à s'installer dans le paysage, ces téléconsultations. Alors, que nous a dit notre échantillon représentatif là, de Français et de professionnels de santé? Ils nous ont dit que la téléconsultation, c'est une réponse aux enjeux d'accès aux soins. Quand même, les Français préfèrent connaître le médecin qu'ils ont de l'autre côté de la caméra. Donc ça milite plutôt pour des téléconsultations qui soient prises en charge par l'assurance maladie. Donc une refonte du parcours de soins coordonnés pour normaliser la téléconsultation. Et puis, c'est largement aussi partagé par les professionnels de santé. Vous voyez là un infirmier qui nous dit que c'est un peu l'avenir pour désengorger les médecins traitants. Là, on parle de télésoins, de télésoins infirmiers. Et puis les médecins généralistes qui disent que voilà, durant cette période, c'était intéressant de limiter, ça limitait évidemment la contamination, et on pouvait, en première intention en tout cas, prescrire le traitement qui allait bien. Donc, globalement, c'est positif. Pour autant, ce qui ressort, c'est qu'il n'y a pas plus de téléconsultation dans les zones sous-denses que dans les zones surdenses. C'est-à-dire qu'en moyenne, on téléconsulte autant dans les zones surdenses que dans les zones sous-denses. Donc, ça ne vient pas pallier cet effet offre, comme si quelque part... les Français qui résident dans une zone sous-dense avaient un petit peu internalisé le fait qu'ils avaient moins accès aux soins que d'autres. Ça va peut-être changer, mais on n'a pas vu de surreprésentation des zones sous-denses par rapport aux zones surdenses dans cette augmentation de la téléconsultation. Et puis on a quand même quelques réticences. On a quelques réticences qui sont pointées par certains médecins qui va peut-être freiner à l'avenir, quand on sait qu'ils peuvent être assez prescripteurs d'opinion, donc ça va peut-être freiner à l'avenir ce développement. Vous voyez, un médecin qui nous dit que la téléconsultation, c'est pas de la bonne médecine. Voilà, des ophtalmologistes ou des gynécologues qui nous disent que pour les personnes âgées, il y a quand même une fracture numérique qui est importante et qui se maintient. Et puis le médecin généraliste dit sensiblement la même chose. Donc voilà pour la téléconsultation. Et puis on a quand même interrogé une question un peu bonus, les Français sur est-ce que vous identifiez bien les mesures qui ont été mises en place ces dernières années? Télémédecine, oui, ils identifient bien. Centre de santé, maison de santé, ils identifient bien aussi. La coopération, on l'a dit tout à l'heure. On voit qu'il y a une mesure qui n'est pas du tout identifiée et connue des Français, c'est les communautés professionnelles territoriales de santé, où seulement 36% des Français indiquent avoir connaissance de l'existence de ces CPTS. Moi, je considère que ce n'est pas un mauvais chiffre, et je considère même au contraire que 36%, c'est beaucoup, parce que finalement, les CPTS, elles ont été créées pour organiser l'exercice entre professionnels de santé. Ce n'est pas un lieu de soins. Voilà, les Français, finalement, ça devrait presque être transparent pour un patient qui consulte son médecin ou qui va dans un centre de santé, de savoir si ce centre de santé ou son médecin est membre d'une CPTS, parce que c'est uniquement entre guillemets, c'est un échelon quelque part de coordination entre professionnels de santé qui a vocation évidemment à améliorer la prise en charge du patient, mais qui n'a pas vocation à être connu du patient en tant que tel. Donc voilà, c'est
on l'a mentionné ici parce que c'est important de voir que, enfin voilà, parce que c'était important pour moi d'expliquer peut-être ce mauvais chiffre, mais qui même, moi je pense, est assez élevé. Je me demande si pour beaucoup de personnes, CPTS n'est pas égal à centre de santé ou maison de santé pluriprofessionnelle. Donc je ne suis pas sûre que ce soit un chiffre qui soit très représentatif en soi. Voilà, j'en ai presque fini. Vous retrouverez tout ça, si vous le voulez, sur le site internet de la Mutualité française, le site Place de la Santé. Vous avez ici le lien. Et puis, vous y verrez notamment une fiche qui concerne plus particulièrement votre région, avec tous ces indicateurs qui sont déclinés au niveau départemental. Pour certains d'entre eux, on a une granularité plus fine. On peut aller parfois à la commune ou à l'intercommunalité. Et pour d'autres, ce n'est uniquement au niveau départemental. Mais moi, je suis à votre disposition si vous avez des questions sur certaines données sur les départements de la région qui parfois sont un peu étonnants. Je suis tout à fait prête à les expertiser avec vous et à en discuter. Et puis surtout, je suis tout à fait prête à écouter vos questions maintenant. Merci Séverine. Eh bien, écoutez, après cette présentation complète de, de l'Observatoire cette année, je vous propose d'ouvrir la séance de questions ou de réactions. Je vous propose de lever la main, comme on a dit. Si possible, vous avez une petite main quelque part sur votre écran. Il suffit de cliquer dessus et normalement, votre nom s'affiche tout en haut de la liste. Alors, Agathe, si j'ai bien lu, qui a demandé la parole. Oui, bonjour. Je suis journaliste pour la Marseillaise. Vous avez dit que les téléconsultations pouvaient être une des solutions apportées. On a vu le témoignage d'un médecin qui disait que pour les personnes âgées, c'était compliqué. Moi, j'aimerais savoir si pour vous, c'est vraiment une solution efficace, sachant que la population vieillit de plus en plus et qu'on a aussi beaucoup de personnes qui sont dans les zones dites blanches, où l'accès à Internet est très compliqué. Oui, merci. Je vous demande de rebaisser votre main ensuite quand vous avez parlé, comme ça on y voit clair. J'ai deux autres demandes de parole. Est-ce que vous, Séverine, vous souhaitez réagir tout de suite ou prendre plusieurs questions? Moi, ça m'est égal. Qu'est-ce qui est le plus efficace ou le plus sympathique D'accord, on va en prendre deux ou trois alors. Il y avait Elisabeth Delal, si je lis bien. Est-ce que vous souhaitez prendre la parole ou alors on passe à quelqu'un d'autre et on reviendra? Il y avait Béatrice Jungas aussi qui a levé la main. Alors, je ne sais pas, ou alors vous avez des difficultés pour ouvrir les micros. Hélène, voilà, Béatrice Jungas, vous avez la parole. Et puis après, Elisabeth Delal. Au groupe Malakoff Humanis Action Sociale. Juste, je voulais savoir, dans vos études, est-ce que vous avez des chiffres un peu plus affinés, puisque vous parliez par territoire, mais par tranche d'âge, enfin des grosses tranches d'âge, mais est-ce que vous avez des chiffres un peu plus affinés par type de public? D'accord. Moi, je travaille auprès des retraités, donc c'est vrai que s'il y avait des indications un peu plus fines sur cette population-là, ben, j'y regarderai un peu plus précisément. Ok. C'était Elisabeth Delal, vous n'avez pas pris la parole encore, donc je vous propose de la prendre, et puis après on fera une première salve de réponses. Oui, on vous entend, vous avez la parole. Oui. C'était le même problème que un peu la première question, c'est les zones sous-denses. Quand vous dites qu'effectivement, il y a moins d'accès télémédecine dans les zones sous-denses, il faut savoir que dans les zones sous-denses, notamment montagneuses, moi je travaille en multisite dans le 04, zone montagneuse. La plupart du temps, on n'a pas de connexion Internet. On a une très mauvaise connexion Wi-Fi. Les personnes sont particulièrement âgées et pas du tout aguerries au système de téléconsultation et manipulation en visioconférence. Donc, je pense que ça, c'est aussi un frein qui peut expliquer ce chiffre qui n'est pas augmenté dans les zones sous-denses.
Par ailleurs, moi, j'ai essayé en tant que dermatologue de consulter dans ces zones dites sous-denses. Et très clairement, j'ai l'impression que lorsque des spécialistes n'existent pas en zone sous-dense, c'est que globalement, ils n'en ont pas besoin. C'est ce qui m'a été répondu. Donc, j'ai consulté pendant 10 mois là-bas, une fois par mois. Et après, je suis partie un peu sur la pointe des pieds. Et je dois dire que l'accueil n'a pas été excessivement chaleureux. Donc ça, c'est quelque chose, moi, qui m'a beaucoup surpris, beaucoup choqué, je dirais, puisque j'ai un cabinet aussi ailleurs. Et donc, voilà, je trouve que le terme de désert médical, parfois on dit désert médical, mais parfois on a l'impression qu'ils veulent le rester et que les médecins généralistes, notamment, n'ont pas du tout envie de laisser le pouvoir à d'autres médecins ou d'autres spécialistes sur la région. Voilà, un autre mode de réflexion, mais c'est du vécu. Voilà, je vous laisse réfléchir à tout ça. Séverine, et je vous laisse une première salve de réponse. Et puis après, on a Bruno Panabiar qui est inscrit, mais d'abord Séverine. Alors, sur la téléconsultation, la télémédecine, c'est très clair que ce n'est pas la solution. Enfin, il n'y a pas une solution, il y aura tout un éventail de solutions qu'il va falloir mettre en œuvre les unes avec les autres, toutes ensemble. Clairement, la fracture numérique, elle existe. J'irai même plus loin. Je pense que quand on est une personne âgée, qu'on vit seul et qu'en plus, quand on vous dit votre médecin, vous allez le consulter derrière un écran et vous n'aurez pas l'occasion de sortir de chez vous, vous n'aurez pas l'occasion de voir du monde, vous n'aurez pas l'occasion même d'être touché. Enfin voilà, on est dans une société où, on le sait, les personnes âgées sont hyper isolées. L'isolement social, c'est l'un des facteurs les plus élevés de la dégradation, de la perte d'autonomie. Donc moi, je pense que ce n'est pas la solution, c'est l'une des solutions. C'est à explorer, c'est à mettre en place avec toutes les autres. Et sur la deuxième question qui portait sur les statistiques par tranche d'âge, oui, on a ça. Sur la plupart des indicateurs, on a par tranche d'âge. Je ne suis pas sûre, je ne peux pas vous le dire pour toutes, mais on a ça. Parce qu'en fait, la plupart des données, elles nous viennent de l'assurance maladie. Et donc, on a des informations sur l'âge des personnes, sur leur lieu de résidence. Okay, merci. Et après, ce que je trouve intéressant, Madame Delal, c'est évidemment la concurrence entre professionnels de santé, qui est… Oui, alors quand vous parlez de délégation de tâches, quand on voit sur le terrain ce qui se passe, je pense qu'il y a quand même énormément de travail à faire. Et je trouve ça dommageable pour l'installation, voire de jeunes médecins, voire des spécialistes qui se dévouent à venir une fois par mois, 2 fois par mois dans des zones de désert médical. Je trouve ça assez étonnant. Alors peut-être qu'avec des nouvelles générations, ça va mieux se passer. Les médecins vont partir à la retraite, mais c'est un problème dont on parle très très peu. Mais moi, j'ai été confrontée en direct. Par contre, je fais beaucoup de télémédecine pour les EHPAD. Sur 21 départements en France, je fais 600 téléconsultations spécialisées EHPAD, principalement en plaies complexes. Et pour les EHPAD, ça marche de façon remarquable. Oui, très, très bien. Tout à fait. C'est exceptionnel. Oui, parce que la télémédecine, effectivement, ce n'est pas que la téléconsultation. Oui. Non. De chez lui qui consulte un médecin. Dans le cadre de la délégation de tâches qui permet de garder le contact physique, y compris le soin, effectivement, ça ne peut pas être intermédié systématiquement par un écran, mais la possibilité de déléguer des tâches à distance ou même pour un médecin généraliste, de pouvoir consulter un confrère spécialiste à partir de son cabinet, en présence ou pas du patient, ça c'est au médecin de le trancher, ça peut apporter des solutions à l'éloignement géographique, qui n'est pas le seul problème, c'est ce qu'on a dit depuis le début. Il y a la question de l'éloignement géographique, mais ce n'est pas la seule question de l'accès aux soins. Il y a 2 demandes de parole, donc Bruno Panabiar d'abord, et puis Roland Valcher ensuite. Bruno. Le micro. Ou alors on inverse, s'il y a un problème pour ouvrir le micro. C'est bon là? C'est bon. Bonjour, Bruno Panabiar, CPAM des Bouches-du-Rhône. Bon, moi j'ai apprécié le diaporama. Il est tout tourné, alors peut-être c'est la volonté sur, je dirais, l'offre de soins territoriale.
ce qui, moi, me manque de par mon positionnement au niveau de la CPAM, c'est les éléments qui amènent le renoncement aux soins. Alors, dans le renoncement aux soins, il y a évidemment l'offre de soins qui est inégale sur le territoire, mais après, il y a des axes qui sont, en tout cas sur les Bouches-du-Rhône, préoccupants. C'est le taux d'adhésion à un organisme complémentaire qui est très important et sur lequel, à mes yeux, il faudrait qu'il y ait une collaboration active entre la mutualité française et l'assurance maladie pour voir sur quoi on peut déboucher. Et d'autre part, sur les raisons du renoncement aux soins, dans lesquelles sont incluses vraiment dans laquelle est incluse la problématique du non-accès aux soins, mais qui va au-delà. Moi, je suis sur le dispositif dont vous avez dû entendre parler, qui s'appelle FIDAS, qui s'appelle MAS maintenant, et qui est un accompagnement des personnes au renoncement aux soins. Et la problématique, en tout cas sur les Bouches-du-Rhône, n'est pas réellement l'implantation médicale, même si ça existe sur certains micro-territoires. C'est plutôt d'autres problématiques. Et en cela, peut-être que vous mettre en contact avec, entre autres, localement sur les Bouches-du-Rhône, s'il y a une véritable collaboration locale, mais avec le cabinet, c'est pas un cabinet, c'est l'Observatoire Aude-Nord, qui a travaillé sur l'ensemble du territoire avec la CPAM, les CPAM, sur les typologies et les problématiques de renoncement aux soins territoriales, puisque pour être allé, moi, aider des caisses primaires à entrer dans le dispositif, on s'aperçoit que selon les caisses primaires, les problématiques ne sont pas du tout les mêmes selon les départements. Voilà. Ok. Merci Bruno. Roland Balgère a demandé la parole. J'arrive. Bonjour à tous. Moi, j'interviens en tant que représentant des gestionnaires de centres de santé dans les commissions paritaires régionales, en tout cas dans la région PACA. Et il y a plusieurs sujets qui m'interrogent. On va peut-être pas tous les traiter au fur et à mesure. Il me semble que l'intérêt d'abord d'avoir un observatoire sur ces sujets-là, c'est de se poser la question de l'amélioration de la réponse qu'on peut apporter aux demandes de la population, mais aussi à ses besoins. Et on voit, y compris dans l'intervention de M. Panabière juste avant moi, que les besoins sur nos territoires, ils sont variables dans des dynamiques géographiques qui peuvent être très, très proches et avec des ruptures très rapides. L'exemple, il a été pris sur la région, y compris dans les Bouches-du-Rhône. Globalement, on a une offre de soins qui est satisfaisante d'un point de vue statistique. Or, on sait parfaitement que dans certaines zones géographiques, y compris dans des quartiers, on est dans des situations d'accès aux soins qui sont complètement perturbées et complètement mises à mal. Donc, nécessairement, il faut, à travers l'observation, qu'on ait une vue globale des choses, qu'on apprécie comment les populations ou les professionnels se positionnent vis-à-vis de tel ou tel sujet. Mais après, on sait aussi très bien, quand on est sur le terrain, que d'un endroit à l'autre, d'une rue à l'autre, d'un quartier à l'autre, les sujets vont se poser d'une manière tout à fait distincte. Et malheureusement, on a un système de santé qui n'est pas préparé à de telles variabilités. Alors, est-ce que, une fois que j'ai dit ça, quelle réponse on peut essayer de se mettre en place? On parlait des réponses de soins coordonnés, de la prise en charge des patients dans un parcours de soins. Je ne vais pas refaire l'histoire du mouvement des centres de santé, mais enfin, en tout cas, dans notre région, notamment dans les Bouches-du-Rhône, ils sont fortement ancrés depuis bientôt plus de 50 ans, si ce n'est pas 60, dans une approche qui, justement, est centrée sur une prise en charge globale du patient. Et je crois que aujourd'hui, cette démarche mise en œuvre il y a plus d'un demi-siècle, y compris par le mouvement mutualiste initiateur, on se rend compte que ça reste toujours d'actualité.
et que donc la manière de coordonner les professionnels de santé autour de la prise en charge d'un patient reste une solution, certes il fallait y penser, mais enfin une solution qui est efficace et y compris dont on reconnaît aujourd'hui l'efficience et qui est reprise par d'autres professionnels de santé parce que chacun se rend bien compte que tout seul dans son coin, ça devient de plus en plus difficile de travailler. Et je crois qu'une des réponses que notre système de santé doit pouvoir apporter, c'est justement d'aider les professionnels de santé à mieux se coordonner. Alors, il y a les maisons de santé, où ce sont, puisque la question se posait dans le fil de discussion, à savoir quelle était la différence avec un centre de santé. Les maisons de santé sont des structures où les professionnels libéraux se regroupent entre eux pour travailler ensemble et essayer de répondre à des besoins autour d'un projet de santé. Les centres de santé sont aussi regroupés autour d'un projet de santé, sauf qu'ils sont gérés par un organisme à but non lucratif, un organisme tiers. Alors, ça peut être des associations, ça peut être des mutuelles, ça peut être des collectivités locales. Et ils ont, avec leurs professionnels de santé, un projet de santé qui est déterminé. La différence qui est nette, c'est qu'on a un tiers gestionnaire dans ces centres de santé et que c'est ça qui fait tout l'intérêt. C'est-à-dire que ce ne sont pas que des professionnels qui pilotent la réponse, c'est des professionnels avec des acteurs du terrain et du local qui répondent à ces besoins-là. Donc, voilà ce qui me paraît être important en termes de différence. Après, moi, dans l'observatoire, c'est pour pas être trop long, il y a un sujet qui me paraît déterminant dans la réflexion, c'est est-ce qu'on accepte que la santé soit considérée comme un bien de consommation au même titre que n'importe quel autre produit de consommation ou pas? Parce que si on va effectivement dans ce sens-là, que ça soit sur la téléconsultation, que ça soit sur les délégations de tâches, que ça soit sur l'accès aux soins, on tombe très vite dans des travers qui ressemblent à ceux vers lesquels vont notre système. Et je pense que c'est, enfin en tout cas pour moi, un des sujets centraux qui est-ce que la santé est vraiment un bien de consommation comme les autres? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut absolument que la téléconsultation hors du parcours de soins soit remboursée par la mutuelle? Est-ce qu'il faut vraiment que on puisse avoir des tarifs différenciés pour faire le même acte d'un endroit à un autre du territoire? Est-ce qu'il faut qu'on continue à accepter que parce qu'ils sont médecins, ils refusent que le pharmacien fasse le vaccin ou ils refusent que l'infirmier fasse tel ou tel acte? C'est ces choses-là qui me paraissent être au centre du sujet aujourd'hui. Merci Roland. René Brun a demandé la parole. Bonjour de René Brun, bonjour que vous entendez. Bon, 2 points rapides. Donc, j'ai marqué là, le virus Covid-19 est par l'ordre du jour. Hein. Bon, donc, je demande 0 décès pour ce virus, par exemple, comme la prévention routière. Donc la seule solution, je demande l'isolement, hein, comme il se fait dans la zone Pacifique. Hein, donc, c'est mondial. Bon, 2e point, c'est bon, le sujet qui vous intéresse, vous parlez d'inégalité. Donc, moi, ce que je pense, que disons que le milieu de soins, comme le milieu éducatif, et dans la région, on marche correctement, mais c'est le problème d'inégalité, c'est un problème politique plus général. Voilà, donc, c'est pas la peine de se faire trop exagérer pour critiquer le milieu de santé. Voilà, merci bien. Bonsoir. Ok, merci. Séverine, est-ce que vous voulez réagir ou à ce moment, comme vous voulez? Moi, j'avais quelques réactions aussi par rapport à ce qui a été dit. Séverine, vous n'avez pas le micro. De suite, on vous comprend beaucoup moins bien quand on n'avait pas le micro. Oui, alors qu'est-ce que je peux dire? Effectivement, c'est plus des appréciations, des interpellations que des questions. Oui, sur la première intervention, on a volontairement construit cet observatoire autour des sujets d'accès territorial aux soins.
Nous, on avait les 3 observatoires précédents, c'était sur les sujets de reste à charge et donc des sujets d'accessibilité financière. Et sur la question du dépistage en fait et de l'accompagnement des personnes en situation de renoncement aux soins, c'est un sujet à part entière. Et ce que font les FIDAS, donc les ex-FIDAS, c'est quelque chose qui pour nous est fondamental. Et d'ailleurs, on incite les mutuelles à s'associer à ces plateformes d'accès aux soins. Donc oui, j'ai envie de dire, c'est presque un sujet qu'on ne peut pas démêler du sujet de l'accès territorial aux soins. Et c'est un parti pris qu'on a pris quand même de ne parler que des sujets territoriaux. Sur l'intervention de M. Valguer, en fait, je pense que votre point de vue est celui qu'on devrait tous avoir, c'est-à-dire qu'on devrait se placer du point de vue du patient. C'est quoi la bonne réponse qu'on doit apporter et c'est quoi aussi la bonne question que les patients doivent se poser. Et je crois qu'on a, nous, là, un vrai sujet d'association dans nos gouvernances d'associations avec les associations d'usagers du système de santé. Il faut beaucoup plus prendre en compte leurs besoins pour essayer d'apporter des réponses efficaces. Et ce qui ne ressort pas du tout de l'observatoire, c'est tous les sujets liés à la prévention, à la santé publique. En fait, non, la santé, c'est pas un bien de consommation comme les autres, évidemment que non, mais on doit peut-être pas répondre à toutes les demandes. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un vrai angle mort dans nos politiques de santé, et l'angle mort, il est celui de la santé publique. Et c'était ce que j'avais dit un petit peu rapidement en début d'intervention. La santé, c'est pas qu'un sujet du ministère de la Santé, et il faut absolument qu'on ait que les personnes qui soient en charge de la santé publique aient une vision transversale des sujets. C'est un sujet environnement, c'est un sujet transport, c'est un sujet logement, c'est un sujet éducation, bien sûr, éducation dès la petite enfance. Et c'est peut-être, c'est beaucoup plus exigeant de travailler sur la prévention que de travailler sur le soin. Mais pour moi, c'est le sujet sur lequel il va falloir maintenant qu'on mette toutes nos forces, que le système de santé doit complètement se réorganiser autour de la santé publique. Et c'est l'exercice coordonné, le partage de compétences, c'est une des façons aussi d'y arriver. C'est-à-dire que ce n'est pas le médecin nécessairement qui doit être le point d'entrée dans le système de santé. Ce sont des professionnels de santé qui seront formés aussi à l'éducation. J'ai vu qu'il y avait une question sur l'éducation thérapeutique qui doit être aussi formée à l'éducation thérapeutique du patient et à la prévention. Le micro. Oui, voilà, j'ai fait pareil. Chacun son tour. Je vais profiter qu'il n'y a pas de demande de parole pour une petite réaction, à la fois sur la présentation et sur les commentaires qui ont été faits depuis, par rapport au centre de santé. J'ai compris, Séverine, qu'on déplorait que les centres de santé n'étaient pas implantés massivement dans les zones sous-denses. Alors, effectivement, les centres de santé, à mon avis, ont un rôle à jouer dans les zones sous-denses, mais pas seulement. Voilà. Et les centres de santé, de mon point de vue, ce n'est pas une forme subsidiaire d'offre de soins. C'est une forme qui a ses spécificités, ses avantages et qui a toute sa place partout, y compris pour la liberté de choix des patients, mais aussi pour la liberté de choix des praticiens. On avait vu lors du précédent congrès de la Mutualité française avec le Conseil de l'Ordre qu'aujourd'hui déjà, les médecins qui sont installés sont déjà majoritairement des médecins salariés. Voilà. Alors, il y a tous les médecins qui sont en hôpital, en établissement de santé, etc. C'est vrai que dans la médecine de premier recours, si on prend que la médecine de premier recours, sans doute ce n'est pas le cas. Mais globalement, sur tous les médecins qui soignent, qui sont enregistrés à l'ordre, ils sont, depuis les années 2000, majoritairement salariés. Et surtout, chez les jeunes médecins, il y a une aspiration massive, écrasante, majoritairement écrasante, d'exercice sous forme de salariat. Et il faut en tenir compte. Donc, c'est aussi une liberté de choix du médecin d'avoir des propositions d'installation sous forme salariée. Il n'y a pour la médecine de premier recours, pour la médecine de ville, que le centre de santé qui permet cette forme-là, avec quelques nouvelles formes à
expérimenté. J'ai vu qu'il y a un département qui prévoit de salarier, je ne sais plus, 100 ou 150 médecins généralistes. On a une évolution. Il faut qu'on tienne compte. Pardon? C'est la Saône-et-Loire, je crois. Il faut qu'on tienne compte de cette évolution de l'exercice, et y compris de l'aspiration des médecins. Il faut qu'on permette aux patients d'avoir aussi le choix de la structure à laquelle ils s'adressent. Les centres de santé, je le dis, c'est pas qu'un bouche-trou, ils ne sont pas là que pour remédier aux manques et territoriaux et autres de la médecine libérale. Ça fait 70 ans qu'ils ont expérimenté, qu'ils ont commencé à expérimenter, et quelque part qu'ils ont créé la médecine d'équipe coordonnée, le dossier partagé, même si ce n'était pas informatique à l'époque, le tarif conventionnel. Il faut se rappeler aussi que les centres de santé ont permis d'aboutir à la situation actuelle où la quasi-totalité des médecins sont conventionnels avec la sécurité sociale. Il faut se rappeler qu'à l'époque aussi, on a dit qu'il y a beaucoup de réticences des médecins sur quelques évolutions. Il y a toujours eu des réticences des médecins sur toute évolution. Il faut se rappeler qu'il y avait notamment un fort, jusque dans les années 70, un fort rejet du conventionnement sécurité sociale, et qu'on considérait que le fait de fixer un tarif dans le cadre de la convention, c'était une atteinte insupportable à la liberté d'exercice libéral. Et les centres de santé ont permis de promouvoir et d'aboutir à ce respect du tarif sécurité sociale. C'est eux qui ont créé le tiers payant. Enfin bon, voilà, ils ont aussi un rôle d'innovation. Aujourd'hui encore, à mon avis, dans la délégation de tâches, dans les délégations de tâches et dans l'expérimentation de la télémédecine, qui n'est pas que la téléconsultation, comme je le disais, ils doivent avoir un rôle d'innovation. Voilà, moi, je voulais réagir là-dessus. Et on s'aperçoit, alors, la mutualité française a pris position, notamment dans le cadre du Ségur, sur les lieux d'exercice coordonnés, pas que sur le centre de santé. Il y a aussi, la possibilité de se coordonner quand on est libéral, et on l'a vu, on le voit avec les maisons de santé, on le voit avec les CPTS, mais on a aussi cette forme qui n'est pas, je le dis, il n'est pas question de revenir au dispensaire. Le centre de santé, ce n'est pas une solution pour les quartiers pauvres et pour les déserts médicaux. Le centre de santé, c'est une forme d'exercice qui prend sa part dans la réduction des déserts médicaux et dans l'accès aux soins pour tous, y compris des plus défavorisés, mais c'est une forme d'exercice médical qui s'adresse à l'ensemble de la population et sur tout le territoire, et qui permet une liberté de choix. Voilà une réaction en tant que participant, et pas en tant qu'animateur, sur les différentes questions. J'ai plus de demandes de parole en ligne. Je dirais même plus, parce que je n'y résiste pas. Le centre de santé a même une autre vertu qui est, on a fait l'étude avec les centres de santé dentaires mutualistes, qui est que, alors c'était avant le reste à charge zéro en dentaire, mais qui est que, en fait, dans le bassin dans lequel d'implantation du centre de santé mutualiste, les chirurgiens dentistes libéraux pratiquer des tarifs plus modérés que leurs confrères dans d'autres zones. Et en fait, il y a une vertu qui est, on aligne un peu vers le bas les tarifs libres. Hélène Assensi a demandé la parole. Oui, moi je voulais vous faire partager un peu le bilan, la synthèse de ce qui a été dit dans le chat. Alors on a 3 questions. Une première qui demandait la différence entre délégation de tâches et partage de compétences. Une seconde sur la différence entre les maisons médicales et les centres de santé, mais je pense que non seulement il y a eu des réponses dans le chat, mais que Roland Vagère y a aussi répondu. Et ensuite, de savoir s'il existait des cabinets de médecins généralistes itinérants pour couvrir les zones blanches en milieu rural, et qui permettraient d'avoir un meilleur accès aux soins. Au niveau des commentaires, donc plusieurs observations pour lutter contre les inégalités de soins, d'accès aux soins. Jean-Claude Hérault qui préconise de développer les maisons de garde. Antoine Chichou qui avance plusieurs pistes, notamment sur l'utilisation de services médico-sociaux type SAMSA ou tout service à domicile en général. Il préconise aussi le développement des MAIA. Colette Elena qui fait remarquer que les centres de santé sont souvent perçus comme des adversaires des médecins libéraux, au lieu de les voir comme une complémentarité dans le cadre des CPTS. Bernard Rizot
qui préconise le développement de l'éducation thérapeutique sur le médicament qui est responsable de 16 000 décès par an. Donc, il y a eu beaucoup de commentaires, notamment d'autres qui préconisent le développement aussi de la prévention et qu'il faut s'intéresser de plus près au renoncement aux soins psychiatriques en particulier. Voilà, c'est un peu dense, un peu varié, mais j'ai essayé de synthétiser un peu tous les commentaires. Ah oui, j'ai oublié bien entendu l'intervention de Jocelyne Cousteau qui fait remarquer que certains médecins s'insurgent, alors principalement au niveau des syndicats, contre le développement des infirmières en pratique avancée. Et si cette info est exacte, c'est bien préjudiciable, car à terme, c'est plus de 100 000 infirmières de pratique avancée qui sont prévues pour être déployées dans les territoires. Oui, de suite, sur les infirmières en pratique avancée, oui, c'est vrai. Et on l'a vu là avec l'occasion, enfin, je ne sais pas si c'était une bonne occasion, d'ailleurs une bonne opportunité, j'en suis pas convaincue, mais avec la proposition de loi là, de simplification ou de transformation, je ne sais plus, du système de santé qui a été déposée par Stéphanie Rist, députée, qui a été examinée à l'Assemblée nationale cette semaine et qui vise à matérialiser les recommandations Ségur de la santé. Donc l'article 1er visait à créer une nouvelle profession, une profession intermédiaire entre l'infirmier et le médecin. Alors moi, personnellement, je ne la comprends pas, cette mesure, puisque justement, nous avons les infirmiers en pratique avancée qui sont censés se déployer, mais on voit bien que les coups de boutoir qui ont été mis en place par les médecins, aussi bien d'ailleurs les médecins que les infirmiers qui ne comprenaient pas non plus, mais on voit bien que les médecins ne sont pas prêts à partager avec des infirmiers ou avec d'autres professions leurs compétences. Donc oui, bon, après je pense vraiment qu'en l'occurrence cette profession intermédiaire n'avait pas lieu d'être puisque nous avons les infirmiers de pratique avancée dont il faut accompagner le développement. Il y avait une question, je crois, sur la différence entre délégation de tâches et partage de compétences. La délégation de tâches, tout ça, c'est de la coopération entre professionnels de santé. Donc, c'est une prise en charge différente du patient que la prise en charge très cloisonnée selon les professions. Mais la délégation de tâches, je ne sais pas si je donne la définition exacte, et je m'en excuse. La délégation de tâches, c'est plus un médecin qui va déléguer à un professionnel paramédical l'exercice de tel ou tel acte, et c'est sous la responsabilité du médecin. Tandis que le partage de compétences, là, c'est plus, on permet à telle profession d'effectuer un acte que normalement, elle n'a pas le droit d'effectuer. Alors, si on regarde les textes, alors ça passe par des expérimentations, ça va passer par des protocoles un petit peu dérogatoires dans un premier temps, et puis si vraiment on se rend compte que ça améliore la prise en charge du patient, éventuellement peut-être qu'on modifiera les textes pour permettre aux professionnels de le faire, de normaliser un petit peu tout ça et de le faire faire entrer tout ça dans le droit commun. Le vrai problème, en fait, pour moi, c'est que les professionnels paramédicaux, ils ont ce qu'on appelle un décret de compétence, c'est-à-dire qu'ils ont un texte qui définit de manière exhaustive et limitative les actes qu'ils ont le droit de dispenser, et ils n'ont pas le droit de s'écarter de ce décret de compétence. Donc en fait, ils sont limités dans l'exercice au quotidien de leur profession, là où les médecins, eux, ils n'ont pas de décret de compétence, ils ont le droit de tout faire et ils ont fait des études pour ce faire. Donc voilà, je ne dis pas que c'est pas normal que les médecins n'aient pas le droit de tout faire, mais en tout cas pour moi, il est assez anormal que les infirmiers ou les masseurs kinés ne puissent pas, aient une liste très limitative de compétences. Et tant qu'on n'aura pas renversé en quelque sorte un petit peu les textes, et tant qu'on n'aura pas dit plutôt voici ce que les professionnels, voici ce que les professionnels de santé n'auraient pas le droit de faire, plutôt de dire voici seulement ce qu'ils ont le droit de faire. On pourrait partir de la formation initiale d'un professionnel et dire, à partir de là, oui, un masseur kiné n'a peut-être pas le droit de faire un acte de bilan visuel, pareil, je dis n'importe quoi, mais c'est plutôt comme ça qu'on devrait partir, plutôt que de fixer limitativement ce qu'ils ont le droit de faire. Et puis sur les médecins généralistes itinérants, il doit bien y avoir ici ou là
des médecins généralistes qui se sont organisés pour faire des consultations une journée dans tel endroit, une journée dans tel autre. Bien sûr, ça existe. Je pense même que ça existe beaucoup plus chez les médecins salariés que chez les médecins libéraux, parce que l'exercice libéral en lui-même est inhérent en l'exercice libéral le principe même d'une patientèle qui lui soit propre. Donc je pense que les médecins libéraux ont beaucoup plus de mal à avoir un exercice mixte et aller à un exercice mixte au sens dans différents endroits. Mais on a des expériences, notamment en dentisterie ou dans d'autres spécialités où il y a un exercice un petit peu itinérant. Mais en médecine générale, je suis sûre que ça existe. Mais après, c'est quelque chose de toujours très localisé et ponctuel. Et sur le problème de gérontologie, la loi, oui, moi j'appelle la création, enfin en tout cas la formation d'infirmières en pratique avancée, en gériatrie notamment. Ça est. Effectivement, il y a une solution. Et il y a la question des champs de compétences et des autorisations, effectivement, avec 2 poids 2 mesures, avec des limites pour les paramédicaux et l'absence de limites pour les médecins, allant jusqu'à la possibilité de prescrire hors AMM, et voire de générer des scandales médicaux en toute irresponsabilité. Parce que dans le Mediator, par exemple, sans doute que le laboratoire a des responsabilités, mais les médecins qui ont décidé de prescrire hors AMM, c'est leur responsabilité, c'est leur choix, mais on voit qu'ils on leur demande aucun compte, alors que c'est quand même l'essentiel du problème dans cette problématique. Donc oui, il y a des questions à revoir sur les champs de compétences et la capacité d'ouverture ou pas de certain nombre de possibilités pour les professionnels. Et sur la proximité, on voit bien sur les médecins, voire les cabinets itinérants, on voit bien que la pénurie de médecins et le refus, et moi, à mon avis, justifié des jeunes médecins de s'installer de façon isolée dans des cabinets isolés en campagne, oblige à avoir une autre vision de la prise en charge du patient avec des équipes médicales pluridisciplinaires. On a quand même des professionnels de santé, à commencer par les infirmières, qui sont au contact des patients, parfois quand il y a des affections de longue durée ou lourdes, quotidiennement. Et la meilleure coordination entre ces professionnels au contact du patient en continu et le médecin qui a son rôle à jouer dans la prise en charge de ce patient, est plus une solution que d'imaginer, à mon avis, des cabinets itinérants. Et autant je comprends que l'éloignement géographique peut poser problème, mais l'organisation de la capacité de se déplacer, y compris par des moyens prévus à cet effet et organisés en coordination avec les collectivités territoriales, doit pouvoir permettre aussi de consulter, y compris quand on n'a pas de moyens personnels de déplacement. Il y a toute une question d'organisation de l'offre de soins pluridisciplinaire autour du patient, avec du contact physique. Il n'est pas question d'une médecine sans contact physique, mais aussi la capacité, y compris peut-être pour les infirmières de pratique avancée, d'avoir recours aux moyens de télémédecine pour avoir des avis à distance et des contacts à distance avec les patients, entre les patients et les médecins, mais aussi d'organiser les déplacements chaque fois que c'est nécessaire. C'est cet ensemble de solutions. C'est pour ça que moi je partage totalement ce qu'a dit Séverine. La télémédecine, ce n'est pas la solution, c'est une partie de la solution. La solution, elle passe par une réorganisation beaucoup plus profonde de l'offre de soins et de l'organisation du parcours autour du patient. Un parcours qui ne peut pas se résumer au fait qu'il faut passer par son médecin traitant pour aller voir un spécialiste. C'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus complet. Et la capacité, y compris pour les infirmières, d'ouvrir ce parcours pluridisciplinaire pour les patients, me paraît, les infirmières et les paramédicaux, me paraît tout à fait d'actualité. Sur la question de la gérontologie aussi, Séverine, il y a la proposition que fait la mutualité française de requalifier médicalement les EHPAD et d'en faire de véritables pôles territoriaux de gérontologie qui pourraient participer aussi à une meilleure prise en charge, y compris des personnes âgées qui sont à domicile. Oui. Et seulement une opposition entre une prise en charge à domicile
encore trop souvent pas très organisés, avec des aidants qui deviennent des variables d'ajustement de la prise en charge de leurs proches à domicile. Il n'est pas question de dire que les aidants n'ont pas un rôle dans la prise en charge de leurs proches. Pour autant, il n'y a pas de raison que ce soit eux les variables d'ajustement et qu'au contraire, on ait un service des pôles territoriaux qui permettent d'apporter aux aidants tout le besoin qu'ils ont au-delà de ce qu'ils peuvent faire personnellement, raisonnablement, sans mettre en danger leur santé et leur espérance de vie, comme c'est le cas aujourd'hui. Et là-dedans, et sur ces questions-là, sans doute que les EHPAD plus médicalisés ont un rôle de pôle territorial à jouer de façon évidente dans cette prise en charge des seniors, et notamment dans les zones moins peuplées. Et pour compléter, là, vraiment dans le contexte crise sanitaire, déjà que l'image de marque des EHPAD n'était pas terrible auparavant, là je pense qu'elle aura été durablement marquée par cette crise et qu'il y aura une appétence encore moins forte à placer ses parents par exemple en EHPAD lorsqu'ils en auront besoin. Il va y avoir un transfert de charge sur les aidants qui va être encore plus fort qu'auparavant. Et là, vraiment, le domicile ayant été le grand perdant du Ségur de la santé, j'ai de très, très grosses craintes là sur l'avenir. Ouais. Effectivement. Bien, bah, écoutez, j'ai plus de demandes de parole. On approche de l'heure qu'on s'était fixée. Je pense qu'on a eu un échange riche à partir d'un document qui est lui-même riche et on va l'exploiter localement pour ce qui concerne l'Union régionale Sud. On a déjà eu quelques réactions dans la presse. J'étais moi-même avant-hier sur la télé locale de Marseille, Provence-Azur, et on voit qu'on a dans ce document, dans cette étude, dans cet observatoire, de la matière pour travailler localement et pour nourrir nos interventions dans les territoires. Voilà, je ne sais pas si vous voulez rajouter un mot, Séverine, en conclusion. Non, merci beaucoup. C'est toujours très agréable et une grande satisfaction personnelle pour ma part de pouvoir échanger sur ce type de document avec des interlocuteurs de divers horizons, là je vois, donc très gratifiant en plus, voilà. Donc, on vous remercie de nous avoir accordé ce temps et toutes ces explications sur cet observatoire. Voilà, bah écoutez, merci à tous. Et, on aura l'occasion sans aucun doute de vous proposer d'autres moments. J'ai vu qu'il y avait des questions aussi sur la question des EHPAD et de l'évolution des EHPAD. Peut-être que ça peut être un des thèmes d'une prochaine conférence en visio, puisqu'on a pris l'habitude des visios maintenant. Alors, ça a des inconvénients, il y a moins de contact direct, mais ça nous permet aussi d'organiser des temps d'échange comme celui de ce matin plus facilement que s'il faut déplacer tout le monde. Donc peut-être, Hélène, je pense qu'il faut qu'on note qu'il y a une demande de réflexion sur la question de la prise en charge des seniors, et c'est vrai que c'est un sujet majeur pour l'avenir proche et à moyen terme de notre système sanitaire et social de prise en charge des personnes. Voilà. C'est noté, Président. Merci beaucoup et à très bientôt à tous. Et merci de votre participation. Merci. Au revoir. Merci, au revoir à tous.